Tout au long de l'histoire, de puissants empires se sont hissés à des sommets inégalés avant de s'effondrer dans la poussière d'époques oubliées. De la grandeur de Rome aux superpuissances économiques du XXe siècle, l'histoire est toujours la même. Mais quelles sont les causes de ces effondrements? Quels sont les signes avant-coureurs qui peuvent transformer la prospérité en précarité? Et de quoi les grandes puissances actuelles doivent-elles se méfier? Ce n'est un secret pour personne que les États-Unis sont à la croisée des chemins, alors que les pays se désargentent et que de nombreux pays choisissent de s'allier contre ce qui est sans doute la plus grande et la plus importante nation de ce monde. Nous constatons de plus en plus de craintes. En particulier, le dollar va-t-il s'effondrer? L'économie est-elle sur le point de s'effondrer? Avons-nous tous un problème de dette? Et quelle en est l'ampleur? Et encore plus important, combien de temps les États-Unis vont-ils continuer à être la première nation du monde? Dans cette vidéo, je vais parler de la montée et de la chute de nombreux grands empires, de ce qui est commun à tous ces effondrements et de la position exacte des États-Unis à l'heure actuelle, en particulier par rapport à la Chine et aux BRICS plus largement. Et à la fin de cette vidéo, je vais parler de ce que tu peux faire pour te protéger de l'inévitable, car tous les grands empires de l'histoire se sont effondrés, et je préférerais que tu n'aies pas à t'inquiéter pour tes finances lorsque cela se produira. Avant d'entrer dans les détails, je m'appelle Hugo, et si tu souhaites prospérer financièrement et en savoir plus, c'est la chaîne la plus adaptée à ton besoin. Alors, si à la fin de cette vidéo tu l'as trouvée utile et intéressante, abonne-toi et aime la vidéo pour que d'autres comme toi puissent en profiter. J'aimerais commencer par parler des changements les plus récents du nouvel ordre mondial, et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je t'invite vivement à lire de Ray Dalio, The Changing World Order. C'est l'un des plus grands penseurs et financiers de notre ère. Les Pays-Bas ont été la première superpuissance mondiale avant d'être détrônés par le Royaume-Uni, puis par les États-Unis, qui, juste après la Seconde Guerre mondiale, ont pris la relève en tant que première superpuissance mondiale. Cela est dû en grande partie à plusieurs facteurs, notamment la puissance militaire, la puissance économique, le PIB et surtout le statut de monnaie de réserve mondiale. Mes recherches ont déterminé qu'il y a essentiellement 5 raisons pour lesquelles les superpuissances s'effondrent. Pour en arriver à cette conclusion, j'ai examiné les effondrements des précédentes superpuissances et les ai comparés aux effondrements d'empires les plus célèbres, celui de la Rome antique par exemple. Et quand nous remontons dans l'histoire, nous pouvons voir qu'il y a des choses qui se produisent continuellement au fil du temps. Les 5 points communs entre les effondrements récents des superpuissances mondiales et celui de la Rome antique, il s'agissait principalement du déclin de l'économie, de la surenchère militaire, de l'instabilité politique, de la corruption, des conflits internes et des rébellions, ainsi que des pressions externes, c'est-à-dire des pressions exercées par d'autres pays. Ray Dalio a ce tableau où il parle du grand cycle typique derrière chaque grand empire, leur montée, leur déclin. Et comme tu peux le voir, il y a toujours un nouvel ordre mondial, puis une paix, une prospérité et une croissance de la dette, puis une bulle créant d'énormes écarts de richesse au sein de la population. Cela commence à te sembler familier? Puis enfin, nous arrivons à un effondrement de la dette et un ralentissement économique, ce qui équivaudrait à ce qui s'est passé en 2008 et à la crise financière des subprimes. Après cela, les banques centrales ont tendance à commencer à imprimer trop d'argent, ce qui conduit finalement à des révolutions et à des guerres, car leur pouvoir financier commence à diminuer. Cela ne signifie pas pour autant que la superpuissance s'effondre complètement, car comme tu le sais, le Royaume-Uni existe toujours, tout comme les Pays-Bas, mais cela signifie qu'une nouvelle puissance s'élève pour dominer, et dans ce cas, il commence à devenir évident que la Chine et les pays des BRICS ont de très bonnes chances de devenir cette superpuissance, car dans le passé, la Chine a en fait été la première superpuissance mondiale, et je te montrerai un peu plus tard ce qu'il en est. L'Empire romain a connu les 5 mêmes problèmes, une expansion excessive, des dépenses militaires qui ont entraîné de graves tensions financières au sein de l'Empire, ce qui a finalement conduit à une lourde fiscalité, puis à de l'inflation, qui affaiblit l'ensemble de l'économie, et enfin la dépendance à l'égard du travail des esclaves qui a été bouleversée par plusieurs guerres majeures, faisant beaucoup de morts au sein de l'Empire. En d'autres termes, sans les travailleurs qui étaient si nécessaires pour faire tourner l'économie, celle-ci a implosé. De plus, il y a eu les campagnes militaires continues qui ont drainé une grande partie des richesses de l'Empire. La Rome antique était évidemment un empire qui cherchait à étendre sa portée, mais cela ne pouvait pas durer longtemps. Et finalement, lorsque l'Empire romain a commencé à faiblir, il s'est effondré. Les invasions de tribus barbares ont conduit à une raréfaction des ressources qui ont étouffé l'Empire romain au point qu'il ne pouvait plus fonctionner. Ces invasions ont entraîné de fréquents changements de dirigeants et des guerres civiles. Il y a eu des luttes intestines, et comme de plus en plus de dirigeants ont essayé de prendre le pouvoir, cela a conduit à de la corruption et à l'érosion de la confiance envers ces dirigeants. En 476 après Jésus-Christ, nous avons observé la division de ce grand empire en deux. Si tu regardes tout ce qui se passe actuellement aux États-Unis, on observe cette même division d'un point de vue idéologique. Il devient évident que nous pouvons tirer certaines leçons de l'Empire romain, mais voici la principale. L'inégalité sociale et économique a conduit à des conflits internes. Les riches sont devenus plus riches et les pauvres plus pauvres, ce qui a conduit à des troubles civils et à des rébellions. Comme tu peux le voir, il y a des parallèles évidents entre les États-Unis et l'Empire romain, et il est important d'y prêter attention, parce qu'il est clair que si les choses empirent, ce qui n'est pas acquis pour autant, nous pourrions nous retrouver dans une situation où la Chine deviendrait vraiment la première puissance économique mondiale. Pour en revenir aux raisons pour lesquelles les superpuissances s'effondrent, Ray Dalio a un excellent graphique qui montre la
position relative des grands empires et qui remonte au début des années 1500. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a toujours une superpuissance, comme les Pays-Bas, la ligne jaune, qui décline, et une autre qui monte. Cette autre ligne qui monte pourrait être la prochaine superpuissance mondiale. Sauf qu'il y a une chose importante que j'aborderai un peu plus tard, pouvant l'empêcher de le devenir. Avant d'y arriver, je t'invite à t'abonner si cela n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification. Vous êtes trop peu nombreux à être abonnés par rapport au nombre de personnes qui regardent les vidéos. J'aimerais que ça change. Merci à toi. Je voudrais souligner qu'il y a certaines choses qui se sont produites au début du développement d'un empire et certaines choses qui se produisent lorsque son déclin commence. La liste noire, qui est le statut de réserve, est typiquement le statut de réserve de l'empire du milieu. Mais si tu regardes les deux dernières choses qui déclenchent l'essor d'un empire, on observe que c'est presque toujours l'éducation, l'innovation et la technologie. Pense aux États-Unis qui ont pris la place de la Grande-Bretagne en tant que superpuissance mondiale. C'est en grande partie grâce à l'invention de la bombe atomique, l'innovation et la technologie associée à l'énergie nucléaire qui les ont conduits à devenir la nouvelle superpuissance mondiale. Sur ces aspects, la Chine est actuellement en hausse, mais la question est de savoir s'il y a un déclin de l'éducation, de l'innovation et de la technologie aux États-Unis. Si tu regardes ce qui se passe actuellement dans le monde avec l'intelligence artificielle, il est difficile d'affirmer que l'impact des États-Unis sur l'innovation et la technologie ne soit plus en hausse. Même chose pour les dépenses militaires et la croissance économique. Tous ces éléments semblent également être en hausse constante. Aux États-Unis, il ne me semble pas que nous ayons atteint ce point d'inflexion où nous sommes sur le déclin. Pourtant, il demeure une inquiétude sur le statut de monnaie de réserve qu'est le dollar, car de plus en plus de pays aimeraient l'abandonner. Un déclin est donc entamé à ce sujet, si l'on se fie à l'affirmation de Ray Dalio selon laquelle la chute d'un empire dure à peu près aussi longtemps que le cycle de vie d'un être humain. Cela impliquerait que nous sommes à peu près au milieu et qu'il reste potentiellement entre 20 et 40 ans avant que les États-Unis n'aient vraiment à s'inquiéter d'être renversés de ce piédestal. La théorie étant évoquée, venons-en à la pratique. La question est de savoir encore combien de temps les États-Unis disposeront encore de leur avantage. Il est difficile de donner une réponse précise malgré les tonnes de vidéos sur le déclin du dollar au profit des BRICS. Oui, leur concurrence est certaine, mais cette concurrence a encore un long chemin à parcourir pour supplanter les États-Unis en tant que première superpuissance mondiale. Revenons aux 5 choses qui mènent à l'effondrement d'une superpuissance et commençons par le déclin économique. Reprenons les éléments historiques. Le déclin économique des superpuissances et l'effondrement de l'empire se résument presque toujours à 3 choses. L'endettement excessif et le manque de ressources, la mauvaise gestion financière et la perte d'avantages compétitifs, l'augmentation des inégalités et des troubles sociaux. C'est exactement ce qui se produit aux États-Unis et lorsque tu regardes le Royaume-Uni par exemple, des guerres coûteuses comme les premières et deuxième guerres mondiales ont drainé des ressources financières puis la perte des colonies ont conduit à leur déclin économique. Il y a eu aussi le déclin industriel au milieu du XXe siècle, alors que d'autres nations s'industrialisaient. Si l'on remonte encore l'histoire pour en arriver à la chute des Pays-Bas, on estime que l'alliance excessive sur le commerce, la domination navale, la concurrence économique des puissances émergentes comme l'Angleterre et la France, et le coût élevé de l'entretien d'un vaste empire commercial, soit à l'origine de leur chute. Cela nous amène à la deuxième chose qui provoque généralement l'effondrement d'un empire, à savoir les guerres prolongées et coûteuses qui épuisent les ressources et l'extension excessive des engagements militaires. Examinons cela du point de vue du Royaume-Uni. Il y a évidemment eu l'implication des 2 guerres mondiales qui ont affaibli les forces militaires et économiques. Je ne saurais que trop insister sur le fait qu'il y ait eu une longue période de guerre avant que le Royaume-Uni ne supplante et succède les Pays-Bas. Et que ce sont principalement ces guerres et la perte de la suprématie navale qui ont entraîné une perte des territoires clés et par la suite une réduction des échanges commerciaux et des économies. Il n'était plus la grande superpuissance d'un point de vue militaire. Cela a eu un impact significatif sur leur économie. Et à titre de comparaison, si tu regardes ce qui est arrivé à l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, tu peux voir que des choses similaires se sont produites au fil du temps. Lorsque l'on perd une guerre, nous avons tendance à perdre une grande partie de notre stabilité économique. On doit beaucoup d'argent aux gagnants. Et par conséquent, on traverse une période difficile lorsqu'on n'aura plus le pouvoir économique de rivaliser. La perte de ce pouvoir économique conduit à l'instabilité politique et à la corruption. Il y a presque toujours de profondes divisions politiques et une gouvernance inefficace. Venons-en aux États-Unis aujourd'hui. Il y a toujours une érosion de la confiance dans les institutions, ce qui entraîne une division du pays entre les 2 partis majoritaires. Aucune cohabitation n'est possible entre les deux. C'est là que les choses commencent à s'envenimer. Au Royaume-Uni, il y a une instabilité politique d'après-guerre et de la corruption. Il est difficile de gérer un grand empire et de s'attaquer aux problèmes intérieurs. S'il y a des problèmes au Royaume-Uni, il devient presque impossible de gérer les pays comme le Canada, l'Australie ou encore d'autres parties de l'empire disséminées dans le monde entier. C'est exactement ce qu'ont connu les Pays-Bas. L'effondrement de l'économie a entraîné des divisions et des conflits politiques internes. Les pauvres devenant plus pauvres et les riches plus riches. Alors oui, les États-Unis n'ont jamais eu d'empire comme les Pays-Bas ou encore le Royaume-Uni. Mais si tu les considères d'un point de vue économique, ils ont un empire basé sur tous les pays du monde qui dépendent d'eux à la fois pour leur puissance militaire et pour leur économie. Si les États-Unis ne sont pas un empire construit sur la quantité de terres qu'ils contrôlent, c'est surtout un empire construit sur l'influence dont ils disposent. Ou devrais-je dire
disposé avec l'abandon par l'Arabie Saoudite du pétrodollar. L'Arabie Saoudite est désormais en mesure de vendre son pétrole dans la devise qu'elle souhaite. La nation envisage même de rejoindre les BRICS. Il y a bien sûr des luttes de pouvoir au sein de l'État entre les démocrates et les républicains, dont Trump est sorti vainqueur. Si l'on replace cela dans le contexte du Royaume-Uni, il y a eu les mouvements de décolonisation et les luttes indépendantes. La disparition des colonies et les défis socio-économiques au Royaume-Uni, comme les petites grèves dans les années 1980, ont abouti à la création de l'Union européenne, une union plus forte. Les Pays-Bas ont connu des difficultés économiques et sociales qui ont débouché sur des conflits internes en raison de la perte du statut de superpuissance. Les guerres et les rébellions au sein des économies ont eu raison de la superpuissance néerlandaise. Car lorsque tu es une colonie d'un grand empire et que tu commences à voir qu'il s'affaiblit, tu vois l'opportunité de te débarrasser de son contrôle. Ce qui est à peu près ce que les États-Unis ont fait avec le Royaume-Uni dans les années 1700. Et tous ces soulèvements aboutissent lorsque la faiblesse d'une superpuissance est évidente. Aujourd'hui, grâce à la dissuasion mutuelle des armes nucléaires, le potentiel d'invasion et de pression extérieure n'est plus aussi élevé que par le passé. Mais c'est toujours quelque chose que nous devons surveiller, car il existe d'autres types de pression extérieure. Je pense notamment aux embargos que l'Europe et les États-Unis ont mis en place avec la Russie. Si nous replaçons cela dans le contexte du Royaume-Uni, la montée des États-Unis et de l'Union soviétique en tant que superpuissance a évidemment conduit à des pressions externes significatives. Cette montée de l'Union soviétique était largement due à sa vaste puissance militaire, et pas tellement à sa puissance économique. Mais c'était une pression externe significative. Et en plus de cela, il y avait aussi la concurrence des économies émergentes lorsque des pays comme la Chine ont commencé à s'industrialiser et à prendre une part importante du commerce qui provenait autrefois du Royaume-Uni. Et en ce qui concerne les Pays-Bas, il y avait évidemment la concurrence des autres puissances européennes, et en particulier celle du Royaume-Uni et de la France. Lorsque le Royaume-Uni et les Pays-Bas sont entrés en guerre, la France a saisi l'occasion pour faire marche arrière et mettre fin à de nombreuses relations commerciales avec les Pays-Bas. Il y avait bien sûr également la perte des colonies au profit de puissances rivales, parce que si le Royaume-Uni et les Pays-Bas sont en guerre, vous êtes en train de perdre vos colonies au profit d'autres nations qui les récupèrent. C'est là que cela devient intéressant, parce que c'est là que nous devons discuter du déclin des États-Unis, qui sont certainement confrontés à ces 5 facteurs qui mènent à l'effondrement d'un empire. La dette et les déficits sont particulièrement préoccupants par rapport à d'autres pays tels que la Chine. Du point de vue de l'instabilité politique, nous assistons à une polarisation, à une érosion de la confiance dans les gouvernements. Nous assistons à des guerres coûteuses qui se poursuivent et à des engagements militaires mondiaux si importants qu'ils constituent l'un des principaux facteurs à l'origine de la dette et des déficits des États-Unis. Et bien sûr, nous avons le déclin social, c'est-à-dire les riches qui deviennent plus riches et les pauvres qui deviennent plus pauvres. Si un conflit éclatait entre la Chine et les États-Unis à propos de Taïwan, cela pourrait conduire à un déclin significatif de la capacité des États-Unis à être technologiquement compétitifs, tant les États-Unis dépendent de Taïwan sur cet aspect. En ce qui concerne l'essor de la Chine, nous assistons à une industrialisation rapide, un développement des infrastructures et à de grandes innovations technologiques. Du point de vue de la stabilité politique, nous assistons à des réformes économiques centralisées, à l'expansion constante de l'armée, à l'amélioration de la cohésion sociale, à l'amélioration de l'éducation et à l'amélioration de la santé et à l'intégration mondiale. Il y a un terme qui est resté constant lorsque nous avons parlé de l'Empire romain, des Pays-Bas, encore du Royaume-Uni. C'est que l'effondrement de tous ces empires était en grande partie dû à une guerre importante. Et je pense que la perspective d'une guerre est la seule chose qui pourrait faire que les États-Unis et la Chine n'échangent pas leur statut de superpuissance. Ce qui est certain est qu'ils s'en sortiraient mieux que d'autres. Il y a tout un tas de choses qui font qu'une guerre entre les États-Unis et la Chine est moins probable qu'une guerre entre des pays comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni. Il y a l'engagement diplomatique, la communication instantanée entre les nations qui n'a jamais existé auparavant. Puis il y a aussi l'interdépendance économique. Le fait que la Chine dépende des États-Unis autant que les États-Unis dépendent de la Chine. On parle de plus en plus d'une monnaie alternative qui serait celle des BRICS. Pour autant, elle n'éliminera pas définitivement le dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. Il est fort probable que plusieurs monnaies de réserve existent à l'avenir. Pour clore le débat sur une potentielle guerre entre les deux superpuissances que sont les États-Unis et la Chine, venons-en à la dissuasion militaire. Contrairement au passé où une invasion, un combat ou une guerre aurait pu être dévastateur mais pas catastrophique, une guerre aujourd'hui entre ces deux puissances serait en fait catastrophique non seulement pour l'une mais pour l'autre, car la majorité de la population mondiale serait anéantie. Il est important de comprendre que ces 5 facteurs économiques ont toujours inclus des guerres, et dans ce cas il est très peu probable qu'il y ait une guerre qui provoque un nouvel ordre mondial, comme cela a été le cas dans le passé. Sans cette chose qui conduit essentiellement à l'effondrement de ces empires, mon observation est que nous pourrions voir 2 pays, les États-Unis et la Chine, fonctionner en parallèle, pendant un temps significatif, comme 2 puissances mondiales au lieu d'une seule. Il existe aussi des théories économiques selon lesquels le monde est devenu tellement interconnecté que nous agissons comme une unité géante, plutôt que comme plusieurs unités individuelles, comme on l'a observé dans le passé. Aujourd'hui, lorsqu'il se produit une pandémie telle que celle du Covid ou une crise financière telle que celle de 2008, toute la planète est impactée. Il est donc probable que les États-Unis perdent leur hégémonie mondiale. La question est de savoir que faire pour se protéger au cas où cela se produira. Et la réalité est que tout dépend de ta stratégie d'investissement, de ce que tu possèdes, où tu te situes et de la manière dont tu agiras si le pire arrive. Je pense qu'il n'est pas temps de paniquer et de solder l'intégralité
l'intégralité de ses investissements aux États-Unis. Mais je pense qu'il faille surveiller tout ce qui se passe au niveau mondial. Quand les choses commenceront à tourner, il deviendra très clair qu'il faille penser à la façon dont on peut se protéger. Commence donc par diversifier tes investissements à l'échelle internationale et au sein de diverses classes d'actifs. Cela signifie qu'il ne faut pas donc te contenter de détenir de l'énergie ou des constructeurs automobiles, mais essayer de détenir l'équivalent du S&P 500 dans d'autres pays et régions du monde. Il existe une tonne d'actions étrangères, d'obligations, de fonds communs de placement, d'investissements immobiliers ou de matières premières prometteurs. Tout ça aux 4 coins du globe. La bourse te permettra de t'exposer à ces différents marchés sans avoir à te soucier des échanges de devises étrangères ou à ouvrir un compte dans les pays clés. Si une hyperinflation venait à arriver, je parle d'une chute de 50% à 100% du prix d'une devise en un mois, il sera temps de convertir autant de liquidités possible dans des monnaies plus stables, telles que le franc suisse, le yen japonais ou encore mon actif préféré que sont les crypto-monnaies avec le bitcoin en tête de proue. Mais voici le point le plus important. Reste liquide. Tu dois pouvoir réagir rapidement à l'évolution des conditions économiques, tirer parti de nouvelles opportunités, te créer un filet de sécurité en cas d'urgence financière. La dernière chose que je ferai en ce moment ou à n'importe quel moment, c'est de donner mon argent à quelqu'un et le laisser bloquer pendant 5, 10 ou 15 ans. Parce qu'en cas d'urgence financière, tu ne peux pas t'en passer. Ces 15 dernières années, nous avons connu trop de crises et je ne pense pas que quiconque devrait faire en sorte que son argent soit inaccessible. Les actions, les obligations et les services financiers sont d'excellents investissements. Mais il me semble imprudent d'immobiliser son argent dans des investissements fonciers où on n'a pas le contrôle de son bien. Reste informé des évolutions économiques mondiales et des marchés financiers. Et par pitié, forme-toi continuellement à l'investissement, à l'économie ou à la gestion de tes finances. Trouve des sources fiables pour obtenir ces informations. Ne te contente pas de regarder la première vidéo YouTube venue. Il est donc primordial que non seulement tu saches d'où tu obtiens tes informations, mais que tu puisses vérifier tous les faits évoqués. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me faire part de ce que tu as pensé de celle-ci dans l'espace commentaire, des axes d'amélioration ou d'autres sujets que tu aimerais que je traite. Aime la vidéo pour que d'autres personnes comme toi puissent la découvrir. Abonne-toi si cela n'est pas déjà fait et n'oublie jamais que c'est nous, la nouvelle bourgeoisie.